Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, c'est transmettre aux plus jeunes qui souhaitent se développer. Mais c'est aussi et surtout profiter de milliers d'événements. Adhérer à la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages de formation dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors, êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, je vous invite à aller sur le site ffvélo.fr et rejoindre la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Tous en selle, le podcast qui te donne envie d'enfiler un casque et de partir seul ou à plusieurs à l'aventure. Ici, pas de chichi, pas de filtre, on parle vrai, on parle passion, on parle kilomètres. Des kilomètres qui font vibrer, mécanique, mais aussi un partage d'expérience. Que tu sois cycliste du dimanche, compétiteur, ultra-cycliste, vélo-taffeur ou tout simplement passionné du vélo et du deux roues, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi, respire profondément et prépare-toi à embarquer. Ici, on roule ensemble et on roule loin. C'est parti, toutes et tous en selle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, mais dont on parle finalement très peu, la charge mentale. Parce qu'entre le travail, la famille, les obligations du quotidien, les entraînements sportifs, trouver du temps pour rouler devient parfois un casse-tête. Et pourtant, on continue à vouloir progresser, à vouloir s'entraîner, à vouloir performer, à vouloir garder ce lien avec le vélo. Mais à quel prix? Est-ce qu'on peut vraiment concilier une vie bien remplie et une pratique sportive exigeante? Est-ce que le manque de temps est une contrainte ou parfois une excuse? Et surtout, comment continuer à prendre du plaisir sans ajouter une contrainte et une pression supplémentaires? Aujourd'hui, avec Marion, nous allons essayer de remettre un peu plus de clarté dans tout ça. C'est parti. Salut Marion. Salut Arnaud. Comment ça va? Bah écoute, très bien. Merci moi, de me recevoir. Je suis ravi justement de te recevoir sur Lyon. On passe le bonjour également à Camille qui a eu un heureux événement. Donc on pense à elle fortement. C'est pour ça que vous ne la voyez plus actuellement sur Tous en selle. C'est parce que Camille a eu son deuxième enfant. Donc on lui souhaite tout le bonheur pour cette nouvelle vie. Bienvenue à Lyon. On va parler d'un sujet qui préoccupe pas mal de monde, la charge mentale. Moi, ce que je te propose, Marion, dans un premier temps, avant de nous expliquer ce qu'est la charge mentale, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Donc je suis psychologue clinicienne, une psy, comme on dit dans le langage courant et qu'on va voir quand l'équilibre commence à devenir plus difficile à maintenir au quotidien. Et avec les années, j'ai développé une expertise dans ce qu'on appelle la psychologie du sport, de la performance, ce qu'on appelle aussi préparation mentale. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à travailler avec différents publics, différents âges et surtout différentes disciplines sportives, mais aussi la performance dans le cadre de responsabilités importantes, chef d'entreprise, mais aussi performance là dans le cadre dans le cadre de l'accompagnement du ballet dans le cadre de l'accompagnement du ballet de l'Opéra de Paris. Oui. Voilà, et c'est comme ça, je me souviens que je t'ai sollicité. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Je t'ai sollicité sur les réseaux, puisqu'on a déjà enregistré plusieurs épisodes avec Marion sur Ultra Talk. On avait fait également d'autres épisodes, notamment le premier épisode qu'on a fait ensemble, c'était sur la bigorexie. Tout à fait. Et il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent toujours. Et cet épisode sur la bigorexie, peut-être qu'on pourra en refaire un pour expliquer comment d'ailleurs ça évolue avec tout l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Mais on s'est rencontrés comme ça. Je t'avais sollicité par Internet puisque je cherchais un psychologue du sport. Et en fait, tu m'as répondu très rapidement en disant « Ok, feu, on fait un épisode ensemble. » Et puis c'est parti. Et puis maintenant, on est en contact. Tu fais des courses, tu fais des race cross. On va manger des pizzas ensemble, on boit des cafés ensemble. Et on fait des épisodes ensemble, notamment celui-ci sur la charge mentale. C'est important que tu te présentes. Puisqu'il y a toujours ce souci quand je fais des choses de crédit, de légitimité. Donc il y a JP qui parle de mécanique, il y a Loïc qui parle d'entraînement, ce sont deux personnes qui sont totalement légitimes. Et je voulais que tu nous accompagnes et que tu sois totalement légitime, ce que tu es, mais je voulais que tu le dises avec tes mots. Et c'est vrai que j'avais répondu très rapidement parce que pour moi, la question de la santé mentale en général,
est très importante. Et souvent, on associe la pratique sportive à quelque chose qui va aider à mieux gérer mentalement le quotidien, ou parfois on va dire que le sport est un antidépresseur. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, et ça me semble important d'en discuter ensemble et de faire la différence, justement, quand on parlait de bigorexie, addiction au sport. Là, on va parler de charge mentale. Ce sont des sujets très, très proches. Et moi, ça me paraît important de sortir du bureau de psychologue, du cabinet, et de déstigmatiser le fait un jour d'aller parler à un psy, de faire le point, de voir ce qui est plus difficile, les vulnérabilités, et puis de pouvoir avancer. Alors, sur la charge mentale, avant qu'on rentre dans l'épisode et qu'on explique justement quels sont les signaux, quels sont les pièges à éviter, et que tu nous donnes des actions correctives, je ne sais pas si on peut les appeler ainsi, mais bref, des actions à mettre en place une fois qu'on a détecté une faiblesse ou un déséquilibre quelque part. La charge mentale aujourd'hui, moi j'ai la sensation, alors on en parle beaucoup, c'est une nouvelle expression qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, où on parle de charge mentale dans le sport, pour les enfants, tout le monde aujourd'hui a une charge mentale qui aurait tendance à exploser parfois. C'est quoi, si tu avais une définition à donner sur voilà ce qu'est la charge mentale? La définition que je propose est assez simple. C'est quand un sujet envahit l'espace mental, c'est-à-dire envahit les pensées. Et qu'on ne peut pas décider de maintenant je réfléchis à ce sujet-là, je m'y consacre et ensuite je passe à autre chose. La charge mentale, c'est vraiment... On n'arrive pas à passer à autre chose, en fait. D'y penser tout le temps, d'y penser dès qu'il y a des interstices de libre, parce qu'en général, on n'est pas juste sportif. Là, on parle de sportif amateur. Donc, on a une activité professionnelle, une vie souvent de famille ou relationnelle, une vie sociale. Et on va parler de charge mentale quand un sujet va vraiment envahir l'espace des pensées. Et surtout, ça ne va pas donner des pensées constructives qui vont amener vers une réflexion et vers des actions concrètes. Ça va plutôt se transformer en rumination et en sentiments. Ensuite, on va parler d'émotions plutôt négatives, notamment culpabilité. Quand tu parles d'interstices, c'est les moments d'ennui. C'est-à-dire quand ces moments d'ennui où on n'aurait rien à faire et donc prendre du temps pour soi... C'est à ce moment-là où tu te dis, quand ces pensées-là sont aussi présentes dans ces moments-là, ça fera probablement partie des signaux d'alerte dont tu vas parler tout à l'heure. Et puis aussi, après, quand ça prend le pas sur les autres sujets, quand ça prend le pas sur la vie professionnelle, la vie sociale ou familiale, et que ça commence à vraiment envahir. J'aime bien ce verbe-là parce que ça va vraiment bien avec la notion de charge. Parce que la charge physique à l'entraînement, on voit tout à fait de quoi il s'agit et on peut de plus en plus la mesurer. La charge mentale, elle est invisible. Par contre, quand on la vit, on la ressent vraiment avec cette notion de culpabilité, de jamais faire assez. C'est vrai que Loïc, Loïc notamment, mais il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui utilisent cette notion de perception dans les entraînements. C'est-à-dire que tu t'es entraîné, tu as respecté le programme, mais de 0 à 5 ou de 0 à 10, mentalement, t'es comment, tu vois? Donc certains vont te dire, là, cet entraînement, j'étais à 10 sur 10, j'étais au taquet, j'étais bien concentré. Et d'autres vont te dire, là, j'étais à 1 sur 10 parce que j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça. Et comme tu l'as dit, et c'est le public aussi de Tous en Selle, ce sont des amateurs, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc ce ne sont pas des professionnels. Et puis tu vas t'entraîner, tu as aussi ces contraintes professionnelles. On parlait aussi, quand on discutait juste avant autour d'une pizza de cet épisode, je te disais que la charge mentale, c'est aussi quand tu es vélo taffeur. Il faut faire attention aux piétons. Tu ne peux pas rouler en regardant les oiseaux. Tu vois, quand tu roules en ville, tu dois quand même avoir un certain niveau de concentration. Et ça, je trouve que cette concentration-là ou cette charge mentale-là, quand tu te déplaces en ville aujourd'hui à vélo, elle est très, très importante. Oui. Parce que tu dois faire attention à ton environnement piéton, trottinette, scooter, voiture, autres cyclistes. Ouais. Et à un moment donné, ça déborde un peu partout. Mais si je pouvais résumer ta définition, ton explication, la charge mentale, c'est quelque chose qui envahit ton cerveau. Et là où il peut y avoir une alerte, c'est quand un sujet est constamment dans tes pensées, alors que
tu devrais l'avoir résolu. En tout cas, tu es passé à une autre tâche. Oui, ou une certaine partie, en fait. C'est quand il y a vraiment un déséquilibre. Et on peut distinguer, en tout cas, moi, j'ai envie de proposer de distinguer 3 types de charges mentales, notamment par rapport à la pratique du vélo, et du vélo avec beaucoup d'heures d'entraînement, parce que c'est une discipline qui prend du temps. Il peut avoir un peu ce paradoxe, c'est que à la fois la pratique du vélo peut apporter un sentiment de liberté, qui est très positif, exaltant même, mais en même temps, les heures nécessaires pour progresser et dans les plans d'entraînement peuvent devenir assez finalement enfermantes, et donc les plans d'entraînement peuvent devenir difficiles à tenir. Et là, on va parler de charge mentale organisationnelle. C'est comment Comment ça tient dans ma semaine ? Oui. Voilà, comment ce plan d'entraînement-là tient dans ma semaine avec toutes les contraintes professionnelles, familiales, la vie sociale aussi, comment tout ça tient ? Et ce que j'aime bien, c'est quand il y a des coachs qui vont dire, alors cette semaine, ok, tu veux faire ça, ça, ça et ça, et d'autres vont plutôt dire, c'est quoi ton temps disponible cette semaine ? Ce qu'est l'approche de Loïc, hein. Oui. Et ça, justement, là, on part d'une réalité. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes dans j'aimerais m'entraîner tant d'heures, faire tant d'entraînement, tant de sorties longues. Et là, on va parler justement d'une charge identitaire. Je suis un rouleur. Je fais du vélo. Et pour assumer et se sentir légitime, on se dit qu'il faut rouler un certain nombre d'heures. Et à une certaine vitesse. Voilà. Ouais. Ça, c'est ce que Loïc nous disait une fois dans un épisode. Il a des clients qui viennent le voir en lui disant, voilà, je veux terminer top 100 dans l'étape du tour. Ok, t'es grimpeur ? Bah, pas vraiment. Ok, t'as un travail ? Oui. Alors, ça va être compliqué. Oui. Tu vois, parce qu'à un moment donné, c'est pas possible, en fait. Il y a une réalité. Oui, c'est là l'écart entre le fantasme, pourquoi exact. pas, les rêves nous portent, mais le principe de réalité. Ce qu'on appelle en psycho le principe de réalité, c'est effectivement le temps qui est réellement disponible, la disponibilité qu'on a, parce que parfois on peut avoir le temps, mais pas la disponibilité intérieure. On va avoir besoin peut-être de se reposer, de ne rien faire, ou de faire un loisir. Et souvent, le vélo était un loisir, quelque chose qu'on fait pour s'évader. Mais quand le vélo se transforme en plan d'entraînement et en rétro-planning jusqu'à une course, on ne peut plus vraiment parler de loisir. On ne peut plus vraiment parler de loisir. Le loisir, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour se libérer l'esprit. Il n'y a aucun objectif de résultat. Et c'est pour ça qu'on va aussi parler de charge mentale du côté de la performance, parce qu'on va avoir une attente de performance, que ce soit être finisher d'une course ou effectivement un classement. Tu disais tout à l'heure que tu classais la charge mentale dans trois cases. C'est lesquelles ? Mais je dirais la charge organisationnelle. Ok. Donc tout ce qui est logistique. Ce dont on vient de parler. Ouais. Donc vraiment la logistique autour de la pratique du cyclisme qui demande quand même beaucoup de choses. C'est pas comme la pratique de la course à pied. J'ai un plan d'entraînement respecté, mais j'ai un taf. Mon travail, il est à 45 minutes de transport. Là, on habite à Lyon. Enfin, oui. Moi, j'habite à Lyon. On est à Lyon en 5 minutes. Tu peux te déplacer. Non, mais tout le monde n'a pas son job. Moi, je bosse de chez moi, mais tout le monde ne bosse pas de chez soi. Donc, j'ai un plan d'entraînement à 15h, 20h, 12h, 8h par semaine. J'ai aussi un travail qui est à 45 minutes de mon domicile ou à 1h, 1h30 ou même 30 minutes, mais il faut que je prenne en compte ce laps de temps entre le moment où je finis mon job et le moment où je rentre. Il me reste tant de temps si je veux avoir une vie sociale ou familiale. Comment tout ça rentre vient, ne serait-ce que dans une semaine, mais sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. C'est là qu'on est dans la notion d'équilibre ou de déséquilibre. Et moi, j'aime bien aussi parler avec les personnes que j'accompagne de différentes périodes et d'accepter qu'il peut y avoir des cycles et qu'on ne doit pas être tout le temps à un niveau optimal, fantasmé souvent, mais qu'il peut y avoir des cycles. Un temps pour tout. Ouais. Voilà, où là, je vais m'entraîner peut-être plus et ensuite, je vais peut-être m'entraîner moins, mais différemment ou privilégier une autre compétence. Donc oui, je dirais en premier la charge organisationnelle. En deuxième, je dirais la charge de performance. Donc là, c'est quand on se met des objectifs.
Soit des objectifs aux sorties, ou alors on a des objectifs avec le coach. Ça dépend comment on est accompagné. Ça peut être des objectifs aussi qu'on se met soi-même seul avec d'autres personnes du club avec qui on roule, ou la comparaison, elle peut être à n'importe quel endroit. Et là, aujourd'hui, les plateformes, les différentes plateformes digitales ne nous aident pas dans ce sens-là. Non, puisque sur n'importe quelle application, si vous voyez un petit badge qui apparaît, ça crée un shoot de plaisir et de satisfaction. En psychologie, on parle beaucoup du sentiment d'efficacité personnelle. C'est tout simplement quand on se dit « Ah, j'ai réussi quelque chose, je me sens bien ». Et c'est vrai que le sport, l'activité physique peut créer ça facilement, mais ça peut être aussi tout un cercle vicieux. Quand ensuite on va avoir une activité qui prend plus de place, qui devient plus exigeante et où ça va être plus difficile d'atteindre ce sentiment d'efficacité personnelle. Et la dernière charge mentale dont j'aimerais parler, c'est la charge que j'appellerais identitaire. C'est quand je te disais identitaire, c'est je fais du vélo, je roule, je suis cycliste. Et la question de la légitimité. Ouais. Ouais. J'ai les codes, c'est-à-dire chaussures blanches, chaussettes, cuissards de telle couleur. À la bonne hauteur, les chaussettes. Ouais, non mais le casque, les lunettes, très important, la marque des lunettes. Au-dessus du casque. Hein. Ah ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, tout ça, tous ces petits détails, en fait, ça vient du sport de haut niveau. Mais de personnes qui font ça, c'est leur métier. Ils sont encadrés ils sont encadrés totalement. Et il y a des gens qui les aident à mettre tout ça en place. Et quand l'amateur sent la pression de devoir faire ça pour appartenir à une sorte de groupe, même sans être en groupe, le groupe des gens qui font du vélo, là, ça devient une charge aussi. Et en fonction des personnalités et des vulnérabilités aussi qu'on a, ça peut être une vraie charge. Intéressant. Donc, charge organisationnelle, charge de performance et charge mentale, et charge mentale au niveau identitaire d'appartenir au clan des jambes rasées ou à l'opposé des jambes pas rasées. Tout à fait. Je rigole bien évidemment, mais c'est pour donner une image des différents groupes dans lesquels on veut appartenir ou de la performance avec les casques profilés, alors qu'on en a parlé juste avant. Les casques profilés, qui ça peut bien servir. On se comprend. Et si dedans, alors on a déjà donné quelques signaux d'alerte tout à l'heure, mais si tu pouvais, soit en fonction de ces 3 catégories, soit de manière générale, me dire à partir de quel moment tu dois te dire là, il y a un déséquilibre. J'ai envie de dire la toute première émotion très forte et qu'on a déjà toutes et tous ressenti, c'est la question de la culpabilité. C'est-à-dire ne pas faire une sortie, ou alors au contraire faire une sortie et rater autre chose. Se sentir coupable de ne pas être en train de faire ce qu'on estime devoir faire dans l'idéal. Ou la culpabilité de ne pas avoir roulé assez, ou de ne pas s'être donné assez. Et je parlais de sentiment d'efficacité personnelle, là on a l'opposé complet. Et la culpabilité va baisser l'estime de soi, va créer plutôt des émotions et des affects négatifs. Et quand la culpabilité prend le pas sur plutôt la notion de plaisir, même si effectivement on ne prend pas du plaisir pendant 5 heures sur 5 heures de sortie. On est plus sur de la contrainte presque. Voilà. Quand tu te sens contraint d'aller t'entraîner, tout à fait. Ce que beaucoup de sportifs de haut niveau ont probablement connu. Moi j'ai connu cette contrainte de me dire j'ai pas envie d'y aller, mais par contre il faut que je suive mon programme. Bon là c'est sûr qu'il y a un certain... Alors il y a un déséquilibre, mais ça engendre, ou en tout cas ça génère plein de process derrière. Le fait de se sentir contraint d'aller s'entraîner... moi, j'ai été beaucoup marqué par l'épisode sur la bigorexie qu'on avait fait ensemble, parce que je me suis reconnu dans beaucoup de choses que tu as dit par le passé. Pour moi, c'est le chemin vers la bigorexie. Donc, c'est effectivement quand le plaisir et l'envie, donc le plaisir choisi, devient un devoir qu'on s'impose. Alors évidemment, il y a des personnes qui me disent en consultation, mais du coup, je suis un flemmard si j'y vais pas. Et c'est difficile de savoir intérieurement, est-ce que là j'accepte de faire un petit peu moins ou de ne pas faire aujourd'hui parce que c'est mieux pour moi,
et que finalement j'ai envie de passer un bon moment en famille ou avec des amis que j'ai pas l'occasion de voir souvent. S'écouter aussi juste parfois. Voilà. Juste s'écouter, hein. Ou est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez fort mentalement pour aller quand même faire cet entraînement difficile. Et là, c'est un rapport très fin à avoir avec soi-même. C'est pour ça aussi que l'activité physique et le cyclisme peuvent être de très bons moyens de mieux se connaître. Mais il y a quelques travers auxquels il faut être vigilant. Déjà, hein, l'épisode n'est pas fini. Moi, je suis déjà en surcharge mentale. Hein. Dans tout ce que tu viens de dire, autant te dire que Marion, alors là, moi, je suis à fond dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signaux d'alerte? Donc, la culpabilité, je pense que beaucoup ont une idée ou se reconnaissent ou ont déjà eu, ou alors reconnaissent des personnes de leur entourage par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a aussi ça. Hein. Ça peut être pour soi, mais aussi les gens qui nous entourent. Il y a des comportements qui peuvent nous faire dire, bon, alors là, c'est un peu limite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part la culpabilité? Le deuxième grand point, j'ai envie de dire, c'est la perte de flexibilité et d'adaptation. Oui. La rigidité. Voilà. La rigidité, c'est ce qu'on retrouve comme mécanisme dans l'addiction au sport aussi et dans d'autres activités. Mais c'est quand on commence à ne plus pouvoir s'écarter du plan. Et le plan devient rigide. On ne peut plus... parce que en psychologie, l'intelligence, on va la définir comme effectivement la capacité à s'adapter à son environnement physique, mais aussi son environnement relationnel, et puis son environnement interne, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie maintenant. Et ça peut changer d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. À l'équilibre, on est capable de distinguer des moments où, ok, là je suis le plan, et là je peux m'en écarter un petit peu, et c'est pas grave. C'est ça, là, en fait, le truc, je pense. Et c'est pas grave. Parce que quand tu parles comme ça, je pense à ces entraînements où, alors mon planning me dit 3 heures aujourd'hui, mais il fait -5. Tu vois? Ah oui, mais il faut aller faire 3 heures. Ouais, mais bon, c'est dangereux. Tu vois, toujours ces petites voix qui te parlent. Oui, mais non, il faut que tu y ailles. Tu as 3 heures à faire. Oui, mais bon, c'est vachement dangereux quand même. Il y a du verglas. Tu peux pas le faire. Et je pense aussi à cette prise de recul nécessaire, cette intelligence, comme tu l'as dit, à savoir aussi s'écarter du plan, et c'est pas grave. Oui, mais c'est là aussi que c'est la charge mentale identitaire. Quand je parlais de fantasme, c'est difficile parfois aussi de réaliser qu'on a un certain niveau et qu'on ne pourra pas forcément faire un gap énorme en termes de niveau, et qu'il y a une phase d'acceptation aussi à avoir, parce que si on veut continuer à travailler, si on veut continuer à avoir une vie sociale, une vie familiale, il va falloir accepter de rester à un certain niveau. Et ça, on va parler en psychologie de négociation intérieure déjà, ouais. Après des fois négociation avec ses proches, mais qu'est-ce qu'on accepte. Et effectivement, en fait, moi j'aime pas trop les discours qui disent repousser tout le temps les limites. Non, il y a des limites. Et la limite en termes de, là, on parle charge mentale, donc il y a une question du temps aussi. Dépasser ses limites, ouais. En fait, au-delà des limites, qu'est-ce qu'il y a ? C'est hors limite. Voilà, il y a la solitude, il y a la blessure, il y a la fatigue extrême. Est-ce que la solitude n'est pas aussi... Alors, la solitude ou alors la désociabilisation n'est pas un signe d'alerte? Tu es habitué à avoir tes groupes d'amis. Tout à fait. Tu décides d'avoir un plan d'entraînement, tu as un objectif, et d'un seul coup, tes amis ne te voient plus. Oui. Alors toi, tu leur manques pas parce que toi, tu es concentré. Tes amis ne te manquent pas parce que toi, tu es concentré sur ton objectif, donc tu ne vois pas le temps passer, tu penses qu'à une date très précise. Mais tes amis, eux, ne te voient plus. Oui. Est-ce que ça, c'est un... Tout à fait. Tout à fait. Les amis, alors moi, j'ai déjà eu le cas en consultation de la famille aussi, hein. Et le couple ou le conjoint, la conjointe dit là tu dois, limites, c'est trop, donc limites, justement voilà, donc là c'est plus extrême, mais sinon effectivement normalement l'humain, on est naturellement plutôt sociable et on aime partager du temps avec les autres, et quand on préfère la solitude, mais tout est toujours une question de dosage. Quand on préfère toutes ces heures de solitude là à du temps avec des personnes qui nous sont chères, du temps où justement mentalement on se recharge, on se ressource, on prend du plaisir, on n'est pas en train d'être concentré sur quelque chose. Là effectivement c'est un signal, et c'est là aussi où on se rapproche du risque d'addiction à l'activité physique, parce qu'on en a besoin. On a besoin de faire de l'activité, justement. Oui. Et donc, on n'a plus besoin de la vie sociale, on a besoin de faire l'activité. On a besoin uniquement on est focus sur ça. Donc, il y a la culpabilité,
la rigidité de rester dans son programme et de ne pas avoir la hauteur ou la prise de recul pour se dire je vais l'adapter. J'avais 2 heures ce matin, je ne peux pas les faire, je les ferai cet après-midi. Ah mais non, je dois les faire ce matin. Enfin, de s'adapter sur ça, le cercle familial, la désocialisation. Est-ce qu'il y a d'autres signaux d'alerte ? J'ai envie de dire aussi, dans le rapport au temps, les cyclistes trouvent toujours du temps. Parce qu'ils aiment tellement ça. On trouve du temps. Mais on prend du temps sur autre chose, en fait. C'est ça mais la question ensuite, c'est quel équilibre je mets dans ma vie avec aussi mes priorités. Et ça peut être parfois une année, par exemple, on va avoir une grosse priorité sur une course, mais ça va être une année, ça ne va pas être 5 ans. Et ça va être aussi des périodes dans l'année. Et encore une fois, il y a une grande différence, et c'est là que... c'est un point de vue personnel, mais le fait qu'il y ait du matériel de très bonne qualité qui est de plus en plus accessible et que c'est de plus en plus commun de s'acheter des vélos extrêmement chers, du matériel extrêmement cher. La frontière se réduit entre le sportif de haut niveau et le sportif amateur. Voilà, il y en a un, c'est un métier, et l'autre, c'est une partie de vie. Et si c'est une partie de vie, ça veut dire qu'il y a d'autres parties et qu'il y a un équilibre nécessaire. Donc en général, les cyclistes ne manquent pas de temps, ils vont toujours en trouver. Parce que si on aime le vélo, on trouve du temps. Par contre, si on prend un peu de recul et qu'on regarde vraiment son agenda, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui passe en premier ? Et ça nécessite effectivement parfois un peu des remarques de personnes extérieures, parce qu'on ne va pas forcément s'en rendre compte. Si on est centré sur ses progrès, sa progression et le plaisir qu'on a à progresser, on va un petit peu oublier le reste. Donc c'est bien de rester attentif aux priorités. Moi, tu sais comment je mesure ma charge mentale ? Je prends mon vélo et je vais me balader dans Lyon, tu vois. Et en fonction du nombre de fois où je me prends la tête avec d'autres personnes, je sais que ma charge mentale est élevée ou elle est correcte, tu vois. Et il n'y a pas plus tard qu'une quinzaine de jours, sur un trajet très très court, je suis rentré chez moi et je me suis dit, voilà, je pense que t'es pas loin d'exploser parce que tu t'es pris la tête 2 ou 3 fois sur un parcours très court, alors que honnêtement, t'es un peu en tort quand même, quoi, tu vois. Et je trouve que l'énervement ou l'agressivité, ou je ne sais pas comment tu peux l'appeler, l'irritabilité, voilà. Et pour moi, je parle à titre personnel, ça c'est un signe qui est... Mais en fait, l'irritabilité, dans le langage courant, on pense souvent que c'est un défaut. Ah, tu es irritable, tu es de mauvaise humeur. L'irritabilité, c'est un vrai symptôme psychologique de fatigue. Et donc, on connaît la fatigue physique. Et la fatigue mentale est vraiment reliée avec cette notion de charge mentale. On pourrait remplacer d'ailleurs le mot charge mentale par fatigue mentale. C'est vrai. C'est vrai. Et souvent, très, très, très souvent, on ne met pas en place des temps de repos mental. On a le repos physique imposé par le sommeil, qui est une nécessité physiologique, mais le repos mental, on se dit « Oh, ça peut encore attendre, je peux encore tenir ». Effectivement, on peut tenir un certain temps jusqu'à arriver à l'épuisement. On peut avoir de l'épuisement sportif. Ça m'arrive d'avoir des personnes qui viennent en burn-out sportif. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai que cette notion de fatigue est assez centrale. On a tendance à la minimiser en disant... parce qu'il y a aussi cette phrase que je n'aime pas du tout, être fort mentalement. Ça ne veut rien dire. Je vois complètement. On peut faire preuve de détermination, de motivation, tas de choses comme ça. Il a le mental. Non, lui, non, il n'a pas le mental. Voilà, il n'a pas le mental. J'ai couru gentiment un petit semi il y a 2 jours et j'entendais autour de moi des gens dire « Allez, maintenant c'est dans la tête ». Non. Personnellement, si c'était dans ma hanche droite et ma hanche gauche, c'était pas dans ma tête. Du coup, cette question aussi de fatigue... quand j'accompagne des personnes qui viennent en consultation par rapport à la question justement de la pratique sportive et de la préparation mentale, ils vont me donner tout leur planning d'entraînement et je leur dis « Ok, que faites-vous pour la récupération ?» Comment ça pour la récupération ? Je dis « Quelle pratique vous avez de récupération ?» Et souvent, les personnes et ne voient même pas de quoi il s'agit. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec des kinés, médecins du sport, nutritionnistes. Donc, dans une équipe,
pour les danseurs, par exemple, ce sont des professionnels. Donc, il y a toute une équipe autour. C'est le cas aussi pour les sportifs de haut niveau. On va parler de pratiques de récupération, donc faire attention à son sommeil. Faire attention à son sommeil, ça veut dire se coucher à des horaires réguliers, faire attention à la qualité de son sommeil. Après, évidemment, il y a tout ce qui est nutrition, hydratation. Et puis après, toutes les pratiques plus calmes, comme par exemple le yoga, les étirements, la natation, qui peut être un très très bon complément parce que ça va être totalement différent de ce qui est demandé en cyclisme. Et puis aussi, dans la récupération mentale, moi, je mets les loisirs. Donc, quelque chose d'autre. Et ce que tu veux dire, c'est qu'un amateur oublie complètement d'intégrer dans son plan d'entraînement de la dans récupération. Sa pratique de la récupération. Oui. Alors que les pratiques de récupération, comme un athlète va se faire masser, alors on ne va pas forcément avoir les moyens bien sûr. financiers, mais il y a des tas de techniques d'automassage qui sont très faciles à mettre en place. Et on peut, à la fin de chaque entraînement, se masser 3 minutes. C'est une routine à mettre en place. Oui. Donc c'est là que je vais essayer de ramener les amateurs à l'aspect professionnel, en leur disant voilà, les professionnels ont des routines de récupération et des routines de performance. Un agenda qui est hors compétition, qui est cadré. Hein. Donc j'essaye d'encourager à ajouter des pratiques de récupération dans la routine. Donc effectivement, comme un petit peu d'automassage, faire un cours de yoga par semaine ou un cours, aller marcher, faire une randonnée une fois par semaine en famille, enfin une activité autre et qui n'a pas but de performance. Donc ça pour moi, ça me paraît très important. C'est une des actions concrètes que tu préconises. Ouais. Et par exemple, une chose, tu vas me dire ce que tu en penses, faire une sortie sans GPS, sans montre, sans rien. J'aime bien. Tu arrives Oui, j'arrive. Ouais. Alors ça, faut avoir un peu de temps. Ouais. Il faut pas être attendu à telle heure. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu pars faire ton ride du samedi, du dimanche ou du mercredi, quand vous voulez, mais que tu sais qu'à telle heure, tu dois être rentré, il faut être sûr de ton coup si tu prends la route de droite alors que tu avais prévu de prendre celle de gauche. Mais par contre, quand tu pars, et c'est le week-end ou tu es en vacances, ou bref, tu sais que tu n'es pas attendu à telle heure parce qu'il y a un repas, la famille, c'est le week-end, voilà. Ah, c'est super cool. Oui. Parce que moi, il m'est arrivé de découvrir des endroits, je pense notamment en Saône-et-Loire, chez mes parents, quand je rentre. Ça fait 25 ans que je fais du vélo là-bas, et encore maintenant, sans GPS, je découvre des routes, et je me suis dit, mais en fait, c'est super beau, là. Et là, il y a la notion de plaisir qui revient. Complètement, parce que tu oublies tes watts, tu oublies ta vitesse, c'est juste, tu es dans la nature, voilà. Donc ça, c'est une excellente technique. Ça, c'est un exercice que je propose vraiment. Donc, ça peut être partir avec une montre quand même, pour avoir l'heure, mais pas avec ces datas, pas avec ces données. Ouais. Un peu, tu pars sans savoir ce que tu vas voir, à quelle heure tu vas revenir, combien de kilomètres tu vas faire. Juste, je vais faire du vélo, je prends mon vélo et je vais en pleine nature. Et ça, sans être en train de contrôler ces données, en fait. Sa vitesse, sa cadence, le kilométrage. Simplement, revenir à l'essence même du cyclisme, qui est de rouler. Complètement. Ça, c'est une très bonne action concrète. Est-ce que tu as d'autres actions concrètes, Marion ? D'autres actions concrètes, alors je te disais créer des espaces sans enjeu, donc c'est revenir à une notion de loisir, plaisir, ce qui est de moins en moins le cas, et en fait c'est la société qui nous emmène aussi à mettre de la performance dans tout ce qu'on fait. Même lire 15 pages par jour, faire une recette chaque semaine nouvelle. Donc il y a la notion de performance un petit peu dans tous les domaines de vie. Donc... Moi je suis dans ma période lasagne. Je dis ça comme ça, mais en ce moment je suis dans ma période lasagne. Donc voilà. Mais voilà, c'est pas un plat par, tu vois, mais c'est le même plat chaque semaine, mais j'essaie de l'améliorer. Donc il y a une petite notion de performance, mais t'en parles en rigolant. Et ça veut dire qu'il y a encore une distance en fait avec. Tu te prends pas au sérieux. Ah ben surtout pas. Voilà. Surtout et pas. quand on peut en parler. Mais je prends du plaisir à le faire. Oui. Tu vois. Quand on peut parler de quelque chose avec humour, c'est qu'on a une certaine distance, donc pas de rigidité, plutôt flexibilité, et que c'est plutôt sain en fait, et que c'est plutôt équilibré. Non, mais par contre, sur les datas, j'ai un peu plus de mal. Tu vois, une sortie, j'ai toujours un repère. Et puis, comme tu l'as dit, le problème, c'est quand tu vas t'entraîner aujourd'hui avec les outils, les outils connectés d'aujourd'hui, si tu passes sur une route ou un segment dans lequel tu es déjà passé 15 000 fois,
il va t'afficher que tu es déjà passé. Puis il va t'afficher que tu es en retard de 2 secondes sur ton meilleur temps. Donc voilà, puis tu vas avoir 3 secondes, 10 secondes, 20 secondes et tu vas dire je suis vraiment pas en forme, tu vois. Donc ça, faut faire attention jusqu'où on va dans les... Oui, c'est là que la charge, la fatigue mentale de la performance et l'entraînement peut vraiment affecter l'estime de soi. Et c'est là où il faut être vigilant. On fait du vélo normalement pour être content de soi, pour éprouver des émotions positives. Je pense que c'est aussi peut-être la question à se poser, c'est pourquoi tu fais du vélo. Est-ce que tu fais du vélo pour être performant ? Est-ce que tu fais du vélo juste pour être connecté avec la nature ? Est-ce que tu fais du vélo pour juste l'aspect santé, c'est-à-dire te sentir bien, avoir été en mouvement, avoir fait un petit peu de sport ? Je pense que c'est aussi une des questions à te poser pour trouver cet équilibre. Oui, le sens de la pratique, tout à fait. Et souvent, le sens de la pratique va bouger un petit peu, se déplacer quand on va commencer à s'inscrire à des courses. Et c'est là que moi, je trouve que l'ultra-distance permet, ça dépend comment on la pratique, hein, mais peut permettre de rester dans une pratique aventure, découverte, solitude aussi, parce que moi, les courses que j'ai faites, c'était solo. Contrairement à des courses plus courtes, on va plutôt chercher la vitesse. Oui. Mais ça change quand même le moment. D'ailleurs, c'est un épisode. Alors, au moment où on enregistre, je ne sais pas si l'épisode a été diffusé ou pas, mais on a enregistré avec Loïc un épisode où qu'est-ce que ça change dans ta pratique à compter du moment où ça y est, tu t'es inscrit. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'entraînes, tu as ton plan d'entraînement, mais là, ça y est, tu t'es inscrit, tu as une date. Donc, qu'est-ce que ça change dans ta manière de voir ta pratique ? Et on a fait un épisode sur ça, et Loïc, le coach, justement, explique d'après ses retours ce qu'il a pu constater auprès de ses clients. Très intéressant. Pour ça, les courses peuvent être extrêmement positives pour le développement personnel, mais effectivement, ça dépend quel chemin on prend pour y arriver. Et toi, Marion, est-ce que tu vois, d'après tes clients, est-ce que tu vois la moyenne d'âge de gens qui sont victimes de la charge mentale, la moyenne d'âge diminuer ou pas ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les jeunes, qui, eux, vont peut-être plus aller vers de la performance, sont plus touchés qu'avant par ce burn-out sportif dont tu parlais, cette charge mentale qui est plus supportable, puisqu'on voit aujourd'hui beaucoup de professionnels, de jeunes professionnels qui ont des compétences que beaucoup aimeraient avoir chez les amateurs, mais j'allais reprendre l'expression, il n'a pas le mental. Mais je ne vais pas le dire, mais tu vois que mentalement, ça ne tient pas et que cette personne a cette prise de recul ou cette intelligence de dire « c'est pas bon pour moi, j'arrête ». Et ils ont 22, 23 ans, tu vois. Disons qu'en règle générale, j'observe que les jeunes gens viennent de plus en plus consulter un psychologue. Donc dans la vingtaine. C'est plutôt positif. Oui, c'est plutôt positif. Que les gens osent parler. Oui. Après, souvent, c'est quand même un facteur extérieur, typiquement la blessure, qui les amène à venir consulter. Ou alors, chez les femmes, ça peut être risque d'ostéoporose prématurée, des choses comme ça. Le corps médical va envoyer de plus en plus facilement vers un psychologue du sport, parce que ça va être moins stigmatisant que de voir juste un psychologue. Donc effectivement, il y a des personnes plus jeunes qui viennent et qui... je parlais de logique de performance dans la société en général. Ça m'est arrivé de voir des personnes qui sont dans une logique de performance dans leur master, ils sont en fin d'études, qui font même un double master. Chez les jeunes, il y a aussi cette... Oui. Tu rajoutes, là on parle de vélo de compétition, mais tu rajoutes les études, la pression des études. Oui, et où du coup, cette logique de performance s'étend à tous les domaines de leur vie. Et certains, heureusement, tôt se rendent compte que c'est pas ce qu'ils veulent. Après, je reçois quand même plutôt des personnes, entre 35 et 40 ans, qui s'autorisent à donner plus de temps à leur pratique sportive parce que la famille peut-être sollicite moins de temps. Puis on est dans une phase, la tranche d'âge dont tu parles, on est dans la phase où on est vraiment en pleine construction, je dirais, du futur, quoi. Oui.
Et puis, il y a des choses qui peuvent être déjà un peu établies en termes de carrière. Et donc, ils vont vouloir se développer cet aspect physique. Et là, en fait, la question de la limite, elle se pose. Et l'acceptation que, voilà, on a un certain niveau, on peut effectivement progresser, apprendre. Moi, je valorise beaucoup le fait d'avoir envie d'apprendre et d'apprendre. C'est très, très bon, justement, pour le sentiment d'efficacité personnelle. Par contre, il faut être capable d'accepter qu'il y a une certaine limite de niveau et de s'en contenter. Alors, c'est pas du tout un verbe que les gens apprécient. Se contenter. Je sais pas le conjuguer. Moi, je sais pas le conjuguer, le verbe contenter, tu vois. Mais ce qui va être plus à la mode, c'est de dire, voilà, j'ai de la gratitude pour ce que je suis en train de faire. C'est ça aussi, se contenter. C'est être capable de dire, OK, merci, là, c'est déjà bien, je passe un bon moment. Je suis bien dans mon corps, je suis en bonne santé. Je peux l'utiliser même un peu plus que la moyenne, que le commun des mortels. Parce qu'on oublie quand même aussi que ces courses-là, c'est quand même assez exceptionnel de les faire. Souvent, je rappelle aux personnes, d'ailleurs, qui préparent un marathon, qui préparent des courses ultra, vous faites partie d'un tout petit pourcentage de la population. Oui, c'est vrai. Et en fait, comme souvent, on va rester sur les réseaux sociaux, on va suivre des comptes qui ne valorisent que ça, où c'est omniprésent. On a l'impression qu'on est une petite goutte d'eau dans cette immensité de personnes qui ne fait que ça, alors qu'en fait, non, on est très peu de personnes à s'entraîner autant comparé à la population générale. Donc ça, c'est important aussi de prendre du recul. C'est le mot que j'allais utiliser. Merci pour cette prise de recul sur la charge mentale. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous partager, Marion, sur la charge mentale ? On a balayé justement la définition, on a expliqué, tu as donné toi avec des termes en tant que professionnel, justement, ta définition, ta vision, tes explications sur la charge mentale. On a balayé également les signaux d'alerte dans lesquels on a aussi positionné certains pièges à éviter, notamment la culpabilité, de respecter ou pas un plan d'entraînement, la rigidité de le décaler ou pas justement son entraînement, ou en tout cas sa programmation, le cercle familial, la prise de temps dans son agenda, de faire en sorte que tout tienne dans un agenda pour des amateurs, et donc les passionnés et les auditrices et auditeurs du podcast Tous en Selle, la fatigue aussi mentale, parce qu'en fait, on appelle ça la charge mentale, mais tu l'as très justement dit, ça pourrait être de la fatigue mentale, et on comprend un peu plus qu'à un moment donné, le cerveau, il est fatigué, en fait, donc il ne suit plus. On a vu les pièges à éviter, tu nous as conseillé quelques actions concrètes à mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut rajouter autour de ça ? Justement, il me reste deux petites idées que je trouve assez positives quand on peut les mettre en place. La première, c'est d'intégrer ses proches dans sa planification. Et j'ai toujours dit que c'était discuter avec eux. Voilà, j'ai toujours dit que quand tu avais un objectif comme ça en tant qu'amateur, pas professionnel, quand tu es amateur et que tu as un objectif, que ce soit en ultra, mais aussi une étape du Tour, une aventure d'une semaine avec des potes, c'est un deal familial. Ouais. Voilà. Il faut que tout le monde ait validé, sinon c'est pas possible. Ça, je vois pas comment au jour d'aujourd'hui, avec le rythme de vie qu'on a tous, comment ça peut tenir si tout le monde n'est pas OK avec ton projet, parce que ça reste du vélo, tu es tout seul dessus. Tu le dis comme une évidence, mais la plupart du temps, c'est une décision qui est prise de façon individuelle. Alors donc, je reprends mes notes, mais ça va te renvoyer vers un signal d'alerte, qu'est la culpabilité. Oui, et vraiment pouvoir intégrer ses proches dans l'objectif, et ensuite la planification de l'objectif, et puis la gestion au quotidien. Et d'être un peu une équipe, finalement, ce qui peut être aussi une magnifique aventure. C'est d'ailleurs pour ça. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le lien avec Race Cross Series, mais c'est pour ça que sur les arrivées, sur les bases de vie, ce qui n'était pas le cas au tout début, les arrivées bien évidemment, mais sur les bases de vie, au début, on interdisait à tout le monde d'arriver sur une base de vie, que les coureurs. Et depuis 2 ou 3 ans, on a ouvert sur les bases de vie à toute personne qui voulait encourager un participant ou une participante. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un projet familial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison sur un projet sportif que la famille subisse. Tout à fait. L'éloignement, l'absence de la maman, du papa, du frère, de la sœur, parce qu'il a son programme d'entraînement, le stress, et ne puisse pas bénéficier de la joie du partage, de l'événement, du déplacement. Exactement. Ça, c'est important.
Et moi, je l'ai vécu dans les deux sens. Encourager quelqu'un qui voilà, faisait une préparation d'1 an et je me disais, oh là là, dans quoi on est parti. Et puis, effectivement, on devient une équipe et là, ça devient intéressant. Et puis, de l'autre côté, moi qui annonce à mes proches, je me suis inscrite à telle course et mes proches qui se décomposent, qui disent, oh non, c'est reparti pour un tour. Et puis là où je commence à rentrer dans la négociation, oui, mais vous inquiétez pas, cette fois-ci, je ferai plus attention à ça et à ça. Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Et justement, on en arrive au dernier point que je voulais évoquer avec la fatigue mentale et la charge mentale, c'est cette notion de quête du perfectionnisme. On a très souvent envie de faire les choses parfaitement, à 100%. En fait, souvent... En général, quand on fait du sport et du cyclisme, on a des objectifs élevés déjà de base, que ce soit en termes de kilométrage, de vitesse, de charge, d'heures d'entraînement. S'autoriser à être déjà à 70% de ce qu'on a prévu, c'est déjà beaucoup. Ce que tu veux dire par là, c'est que le mieux, l'ennemi du bien, c'est pas... Voilà, hein, on en est là. Ouais. Et le perfectionnisme, je dis souvent, c'est une belle qualité de vouloir faire les choses de son mieux, le mieux possible. Mais la perfection ultime, absolue, là, on est dans le fantasme et dans quelque chose qui est absolument lisse, parfait. Le monde de l'image dans lequel on baigne quotidiennement. Donc, c'est aussi, pour moi, c'est pas seulement une responsabilité individuelle. On baigne dans une tendance qui est plus sociétale. Mais pouvoir faire un pas de côté par rapport à son envie de perfection, mais plutôt se dire, là, je fais de mon mieux avec les ressources que j'ai. Un grand merci pour tous ces conseils, Marion. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est ce que je vous propose, de faire un pas de côté et essayer de voir si vous êtes en surcharge mentale ou si vous avez justement l'intelligence et le recul de prendre les bonnes décisions. En tout cas, cet épisode était, comme à chaque fois, très intéressant. Un grand merci, Marion, pour tous ces conseils. Puis je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode du podcast Tous en Selle. À très bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Tous en Selle. Merci d'avoir pris le temps de rouler avec nous, d'écouter ces histoires, d'écouter ces conseils, mais aussi ces expériences qui, je l'espère, t'auront donné envie d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus haut et de simplement savourer ta prochaine sortie à vélo, mais aussi, pourquoi pas, de comprendre les vibrations de ta machine. Si ce podcast t'inspire, te motive, te fait sourire ou te donne simplement envie pour une nouvelle sortie à vélo, n'hésite pas à le partager sur les réseaux ou à un ami simplement avec WhatsApp, tu verras, c'est très simple, à en parler autour de toi et à laisser le fameux 5 étoiles sur les différents sites. C'est ce qui fait grandir l'aventure, c'est ce qui fait grandir le podcast et c'est ce qui nous permet de continuer à avoir d'autres invités. Tous en Selle, c'est une communauté, une énergie, une envie commune, se dépasser, s'amuser, apprendre et vivre pleinement cette passion qui nous rassemble, le vélo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Tous en Selle avec de nouvelles voix, de nouveaux conseils et de nouveaux récits. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, toutes et tous en selle.